Bonjour Jean-Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de cette crise humanitaire qui nous préoccupe particulièrement aujourd'hui, le Yémen, après plus de 6 ans de conflit, avec une situation humanitaire grave pour la population yéménite. Et donc, si vous voulez, dans un premier temps, commencer par vous présenter, je vous laisse la parole, Jean-Nicolas. Merci bien, Céline, et bonjour à tous nos supporters au sein du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Je suis vraiment content de voir qu'il y a tant de personnes qui nous rejoignent ce matin pour une crise qui est un peu oubliée, pour une crise qui est un peu loin des images que l'on peut voir régulièrement dans les médias français ou dans les médias francophones, puisque j'imagine qu'on a peut-être aussi des gens qui nous rejoignent d'ailleurs que la France. J'étais à Paris il y a quelques semaines avec Céline et on a fait le tour des médias avec des interviews. Et c'est vrai qu'il y a quand même une attention pour ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a une certaine affinité de la France avec le Moyen-Orient, mais le Yémen, qui est au bout de la péninsule arabique, est un peu la crise humanitaire oubliée du moment. Comme tu l'as dit, Céline, ça fait plus de 6 ans qu'il y a un conflit. On parle de temps en temps du Yémen quand on parle de crise de famine, de crise de choléra, mais on oublie que c'est vraiment un conflit qui continue à tuer et à déplacer des personnes civiles, des enfants, des femmes, des personnes âgées, des personnes vivant avec des handicaps, et que c'est vraiment une crise de protection. Et comme nous, l'agence du HCR, on est l'agence de la protection pour ces civils. C'est une occasion unique d'interagir avec vous. N'hésitez pas à me poser des questions. Comme je l'ai dit à toute l'équipe magnifique qui a organisé ce séminaire, il n'y a pas de questions difficiles ou de questions à ne pas poser. Même les questions politiques, je suis tout à fait prêt à y répondre. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. Dites-nous ce que vous pensez du travail du HCR au Yémen. Faites-nous aussi des propositions. Moi, ça fait quelques années que je tourne avec les organisations humanitaires. J'ai travaillé avec d'autres organisations, l'UNICEF, les droits de l'homme, les opérations de maintien de la paix en Afghanistan, dont on parle beaucoup ces temps-ci. Mais je suis très heureux de parler aujourd'hui du travail du HCR, qui est vraiment un travail unique sur la protection des personnes les plus vulnérables au Yémen. Et on va avoir l'occasion à travers les quiz, mais aussi des petites vidéos, de vous introduire, de vous présenter en fait le pays, les défis et le travail du HCR et pourquoi c'est si important pour nous et tous mes collègues au Yémen, en particulier mes collègues yéménites, d'avoir votre soutien, d'avoir le soutien de la France et des Français. Merci beaucoup Jean-Nicolas pour cette introduction. Et comme vous le disiez, on reviendra sur la situation au Yémen de façon plus précise, la situation des hommes, des femmes, des enfants, notre travail en matière de protection, le HCR qui est l'agence des Nations Unies pour la protection, en quoi ça consiste en fait de protéger les personnes. Mais avant d'entrer en fait dans le vif du sujet, on voudrait vous proposer un premier quiz pour commencer et pour tester en fait vos connaissances sur les grands chiffres qui concernent actuellement la situation au Yémen. Donc, vous allez voir apparaître sur l'écran le quiz très bientôt. Donc, normalement, il doit s'afficher sur vos écrans. Donc, vous avez quelques instants, si vous le voulez bien, pour compléter ce quiz. Donc, combien y a-t-il de personnes déplacées internes au Yémen? Sur une population, désolé de t'interrompre Céline, sur une population de 30 millions de personnes. Il y a 30 millions de Yéménis et donc combien se sont déplacés à cause du conflit? Et donc sur cette population totale au Yémen, combien de personnes dépendent de l'aide humanitaire pour survivre? Deuxième question. Troisième question, la crise humanitaire au Yémen dure depuis combien de temps? Alors, on vous a un petit peu aidé pour cette question en intro. Et la quatrième et dernière question, parmi les personnes déplacées au Yémen, quelle est la proportion de femmes et d'enfants? Donc, on vous laisse encore quelques instants pour répondre aux questions avant de voir les réponses.
Voilà, donc on voit vos réponses maintenant et je vais vous donner les bonnes réponses. Donc à la question numéro 1, ce sont 4 millions de personnes qui sont déplacées internes au Yémen. 4 millions de personnes. Combien de personnes dépendent de l'aide humanitaire pour survivre? Ce sont plus de 20 millions de personnes qui actuellement au Yémen dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Vous voyez, c'est une grande partie, 2/3 de la population. La crise humanitaire au Yémen dure depuis combien de temps? Bientôt 7 ans déjà. Et parmi les personnes déplacées au Yémen, quelle est la proportion de femmes et d'enfants? 79%. Donc 79% des personnes déplacées au Yémen sont des femmes et des enfants. Pour continuer, en fait... Si tu me permets, Céline, juste pour faire un petit commentaire. Donc, c'est 1 personne sur 8 au Yémen qui a été déplacée. C'est comme si un peu moins de la population de la grande couronne parisienne était déplacée dans le reste du pays, dans le reste de la France. C'est vraiment un nombre incroyable quand on pense qu'1 personne sur 8 a dû quitter sa maison, a dû tout abandonner pour trouver refuge. Les gens quittent souvent parce que leur maison a été détruite par les bombardements, souvent parce que un membre de la famille, ça peut être le père ou le frère aîné, a été tué, ou simplement parce que les gens ont peur, parce que les balles se rapprochent, parce que les enfants ne dorment plus la nuit, et donc les parents décident de partir. J'ai rencontré une femme à Sanaa qui m'a dit qu'elle avait divorcé de son mari parce que son mari voulait rester, mais que pour elle n'arrivait plus à rassurer ses propres enfants. Le conflit était trop proche de sa maison, et donc elle a décidé de partir avec ses enfants, et pour cela, elle a dû divorcer. Mais c'était le seul moyen qu'elle avait, en tant que mère, de protéger ses propres enfants. Et 2 personnes sur 3, donc au Yémen, ont besoin de l'assistance humanitaire. C'est un nombre de nouveau incroyablement élevé, qu'on voit rarement dans beaucoup de pays de crise humanitaire. Et c'est principalement dû au fait qu'il y a un risque constant de famine, que les gens, il y a un embargo économique sur le Yémen, que les gens n'arrivent pas à trouver du travail, que les gens ont de moins en moins de ressources financières propres pour survenir à leurs propres besoins. Et donc le HCR est là pour aider toutes ces populations simplement à survivre. On n'est pas en train de parler d'une situation où on aide les populations à vivre dans une meilleure dignité. Ça, c'est le but ultime. Mais là, on parle vraiment de survie, en fait. Merci beaucoup Jean-Nicolas, et merci de rappeler justement que derrière ces chiffres, ce sont des personnes, des hommes, des femmes et des enfants, 20 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire, c'est-à-dire 20 millions de personnes qui sont confrontées à des choix difficiles, qui font face à une vie quotidienne extrêmement difficile, et donc effectivement des chiffres extrêmement élevés. Derrière ces chiffres se trouvent des personnes qui sont en difficulté, et en difficulté de plus en plus grande. Et merci de partager avec nous aussi ces histoires de personnes que vous rencontrez, puisque dans le cadre du travail du HCR, de votre travail de représentant, vous êtes tous les jours à la rencontre des personnes sur place, et on y reviendra tout à l'heure. Mais avant ça, je voudrais vous proposer maintenant de regarder une petite vidéo explicative du Yémen, le pays, et quelle est la situation au Yémen. How much do you know about Yemen? You probably heard it's on the brink of famine and is the world's worst humanitarian crisis. But what do you really know about what's going on in Yemen beyond the headlines? Did you know that Yemen was once called Arabia Felix? It means lucky or happy Arabia. The situation in Yemen is often cited as the world's worst humanitarian crisis. But why? There's ongoing conflict, cholera outbreak, floods, COVID-19, and now the country's on the brink of famine. But before we go into details, let's get some basic facts straight. Yemen is a country in the Middle East. It lies at the southern tip of the Arabian Peninsula. Its population, 30.8 million people. 20 million of them require humanitarian assistance. That's 66% of the entire population of Yemen. That's more than the combined populations of Sweden, Norway, and Finland. So why are so many people in need of help?
Well, Yemen has been in and out of conflict and political instability since the 1960s. But in 2015, for example, the situation was different because the conflict turned into a full-blown war. In all these wars, thousands of Yemenis have died and around 4 million have been forced to flee their homes. In fact, today, 1 in 8 Yemenis are displaced. These repeated conflicts left a huge dent in Yemen's economy and infrastructure. Hospitals, residential buildings, schools, and roads were all affected. They also led to acute shortage of food and medical supplies. People in Yemen struggle to buy food for their families, and some can't even afford to sleep on a mattress. What's striking in Yemen is that it's a young population with more than 7.4 million children caught up in the conflict. So we talked about the conflict in Yemen, but sadly it's not the only thing wreaking havoc in the country. In the last few years, Yemen witnessed the largest cholera outbreak in modern history, but only 50% of health facilities are functional. So what are humanitarian organizations doing about this? The humanitarian operation in Yemen is the largest in the world. The largest, yet it's severely underfunded. In 2020, funding shortages forced aid agencies to shut some of their critical and life-saving programs in Yemen. UNHCR too had to prioritize and support only the most vulnerable displaced families, leaving millions without assistance. So, what can you and me do about the situation in Yemen? You can spread the word that Yemen cannot wait, and you can ask your government to support aid humanitarian programs in Yemen. Join us in our efforts to save lives and protect Yemenis from further harm. The people of Yemen deserve better, and you can be part of this change. Après cette vidéo, nous revenons maintenant à notre échange. Jean-Nicolas, et nous avons quelques questions pour vous. Vous avez été maintenant, depuis près de 2 ans, le représentant du HCR au Yémen, sur place, à Sanaa, où nous avons nos bureaux, mais dans différentes villes aussi du HCR, du pays où le HCR travaille. Quelle est la situation actuelle sur place? Quelle est la situation des personnes déplacées? Et pourquoi s'agit-il avant tout d'une crise de déplacement interne? Alors, une des caractéristiques du HCR à travers le monde, ce n'est pas unique au Yémen, c'est d'être vraiment au plus près des populations que nous servons. Donc, au Yémen, nous avons un bureau à Sanaa, un sous-bureau à Aden, qui est la grande ville portuaire du sud où le gouvernement légitime a pris asile quand ils ont été chassés de Sanaa par les Houthis. Et puis, nous avons des bureaux aux 4 coins du pays, à Hodeïda, à Marib, au nord, à la frontière avec l'Arabie saoudite, et sur la ligne de front du côté de Ibn et Taïs, pour ceux qui connaissent la carte du Yémen. Et effectivement, toutes les semaines, j'allais avec mes collègues, avec les partenaires du HCR, qui sont vraiment des ONG de première ligne, des ONG locales souvent, des associations de femmes, des groupes de déplacés qui se sont organisés eux-mêmes pour venir en aide à leurs propres concitoyens. J'allais toutes les semaines voir ces populations, discuter avec eux et voir leurs besoins. Donc, le premier besoin qu'on oublie toujours, c'est vraiment, quand on parle du Yémen, c'est que c'est un conflit. Je me rappelle d'une femme que j'avais rencontrée justement du côté de Taïs. Taïs, c'est entre le nord et le sud. C'est vraiment une ligne de front qui est constamment active et assez dangereuse. Et les collègues m'avaient dit, le chauffeur m'avait dit, on est à quelques kilomètres de la ligne de front, donc on ne va pas rester très, très longtemps. Et je parlais à cette femme qui me racontait que tous les matins, elle était obligée d'envoyer ses enfants chercher des petites bouteilles ou des cannes à revendre au marché ou simplement à faire la manche dans les rues près des mosquées pour avoir un peu d'argent. Parce qu'avec cet argent, c'était le seul moyen qu'elle pouvait acheter un peu de nourriture pour manger le soir. Et ce qu'elle me disait, c'est que tous les matins, en tant que mère, son cœur se brisait parce qu'elle avait 5 enfants, elle les envoyait, mais elle ne savait jamais si les 5 allaient rentrer le soir. Parce qu'elle disait, on est trop près de la ligne de conflit. Ils peuvent recevoir une balle perdue.
Ils peuvent marcher sur une mine antipersonnelle. Ils peuvent être pris entre les feux de deux groupes armés qui ne sont pas très loin du camp de déplacés. Donc, la caractéristique du Yémen, c'est vraiment ce conflit qui déplace les populations, mais qui tue et qui blesse sans arrêt des civils. La deuxième caractéristique, c'est vraiment que les conditions de vie de ces personnes qui ont été déplacées sont déplorables. Ça fait 23 ans que je travaille dans l'humanitaire. J'ai été du Congo à l'Afghanistan en passant par la Libye et l'Amérique centrale. Et j'ai rarement vu, je dois dire, des conditions de vie, des conditions matérielles aussi déplorables. Les gens vivent avec quelques bouts de bois, un peu de paille au-dessus pour faire un toit, mais il fait des chaleurs énorme. Il fait jusqu'à 50 degrés pendant l'été, il y a du vent, il y a de la poussière partout. Et les gens n'ont même pas un matelas, n'ont même pas une couverture, n'ont même pas sur laquelle dormir ou peut-être une casserole. Parce que quand ils partent, ils quittent vraiment de manière très rapide sans pouvoir s'organiser. Donc, les conditions de vie matérielle sont très difficiles. Et le dernier point, c'est vraiment la question des femmes. On est dans une société très tribale, une société très patriarcale qui met sous des questions soi-disant d'honneur de la famille, met les femmes dans un coin des maisons. Elles ne doivent pas être visibles par le reste de la communauté. Ce sont des trésors à protéger, mais en même temps, c'est une manière de leur dénier tous leurs droits, d'aller à l'école, de trouver un travail, d'aller même faire le marché. Et donc, on est dans une situation pour nous, en tant qu'agence de protection, très difficile parce qu'on cherche à protéger ces femmes et ces filles contre des abus et des risques d'exploitation qu'elles pourraient subir en tant que femmes et filles. Vous parlez de déplacés à l'intérieur du Yémen. Le Yémen est avant tout une situation de déplacement interne. Pourquoi c'est une situation de déplacement interne? Il y a beaucoup plus de déplacés internes que de réfugiés yéménites dans le monde. Pourquoi? Alors, si on regarde la carte du Yémen, c'est pas facile pour trouver un chemin vers l'exil. C'est pour ça qu'on a très peu, j'ai vu dans le chat, j'ai vu une question à propos du très faible nombre de demandeurs d'asile, par exemple en France ou en Europe, yéménites. Parce qu'en fait, il n'y a pas de moyen pour eux de fuir le Yémen, même s'ils en avaient le besoin à cause des persécutions qu'ils subissent. Au nord, c'est l'Arabie saoudite, qui est en conflit avec les Houthis, qui ont pris le pouvoir à Sanaa il y a plus de 6 ans. Donc la frontière est gardée, c'est vraiment très difficile de passer. On peut faire appel à des trafiquants, mais il y a des abus que je ne vais pas décrire ici sur ces gens qui utilisent des trafiquants pour essayer de sortir du Yémen. Et puis, c'est un grand désert. Donc, de toute façon, c'est prendre des risques de mourir dans le désert complètement abandonné. Au sud ou à l'ouest, on peut passer par la mer Rouge ou par l'océan Indien. Mais là, de nouveau, il faut faire appel à des trafiquants. Il y a des bateaux qui coulent comme en Méditerranée. On n'en parle pas du tout, mais on pense que c'est la troisième traversée maritime la plus dangereuse au monde, le golfe d'Aden, justement dans la mer Rouge, qui est vraiment insurmontable pour des gens qui voudraient quitter. Et de toute façon, s'ils arrivent à traverser la mer, ils arrivent à Djibouti, ils arrivent en Somalie ou ils arrivent en Érythrée et en Éthiopie, qui ne sont pas vraiment des lieux d'accueil. Et puis le dernier point, et ça je le dis toujours, et c'est pareil par rapport, j'ai travaillé au Liban, par rapport aux Syriens, j'ai travaillé avec la crise des Vénézuéliens ou même en Afghanistan, les gens ne veulent pas quitter leur pays. Les gens quittent leur pays vraiment en désespoir de cause. Et ça, c'est une chose qu'on entend souvent manipulée par les politiciens populistes en France et ailleurs, en disant qu'on va être envahi. Mais je peux vous assurer que dans tous les contacts que j'ai eus à travers mes années d'expérience, les gens veulent rester chez eux. Les gens veulent rester sur leur terre. Les gens veulent rester auprès de leurs êtres chers. Les gens veulent mourir sur leur terre. Les gens veulent pouvoir payer hommage à leurs parents qui sont enterrés. Et donc, ils n'ont pas du tout
cet intérêt à quitter pour essayer, soi-disant, de trouver une vie meilleure. Mais par contre, certains sont obligés de le faire. Quand il n'y a plus de solution, la seule solution, c'est de partir. Et dans ce cas-là, ils prennent de très, très grands risques quand on part d'un pays comme le Yémen. Le Yémen, au-delà de cette situation de déplacement interne, le Yémen est aussi une terre d'accueil de réfugiés. Ça a été ma grande surprise quand mes collègues m'ont informé, quand je suis arrivé au Yémen, qu'on avait à peu près peut-être 130 000 réfugiés. Et je me suis vraiment demandé pourquoi les gens décideraient de venir dans un pays où il y a une guerre, où il y a des risques de choléra en permanence, où il y a des risques de famine, où il y a une grande discrimination à l'égard des personnes d'origine africaine qui viennent sur le territoire yéménite. Mais on a à peu près 130 000 réfugiés, principalement à 85% des Somaliens, 10% des Éthiopiens, pas liés aux derniers événements en Éthiopie, d'ailleurs c'est assez intéressant, mais ça montre aussi le désespoir de ces personnes qui décident qu'entre la peste et le choléra, eh bien, le Yémen pourrait être pour eux une terre d'asile. On a beaucoup, et je dois dire ça c'est assez touchant, on a beaucoup de femmes seules avec des enfants en bas âge qui viennent après avoir subi des violences sexuelles en Somalie ou ailleurs dans la corne de l'Afrique de l'Est et qui n'ont pas d'autre choix que de fuir avec leurs enfants pour éviter des persécutions supplémentaires dans leur propre pays. Mais c'est vraiment des situations tragiques parce que ces réfugiés au Yémen, le HCR est la seule organisation qui prend en charge de l'accommodation, du logement, pardon, à la nourriture, aux soins de santé, à l'éducation. On est la seule organisation et ils sont complètement oubliés par la communauté internationale. Il n'y a pas vraiment de solution pour eux de s'intégrer au Yémen à cause en particulier des discriminations raciales et le fait que la vie est extrêmement difficile pour ces populations. Mais ça montre vraiment, je dois dire, l'état du monde où on n'est plus capable de permettre à des voies sûres pour que les gens prennent asile dans un pays où ils pourraient se reconstruire. Parce qu'une femme qui a été violée avec un petit enfant qui vient au Yémen chercher asile, vous pouvez bien imaginer qu'on n'a que très peu de moyens de l'aider psychologiquement, médicalement, mais aussi au niveau socio-économique et de l'éducation pour ses enfants. Donc, ce sont des histoires personnelles absolument tragiques. Merci Jean-Nicolas. Et nous allons en venir justement à l'action concrète du HCR sur place. Mais avant de vous poser une question à ce sujet-là, nous aimerions vous proposer un autre sondage pour connaître votre avis sur ce qui est rendu possible par votre soutien au HCR. Donc, un autre sondage va s'afficher sur l'écran. Voilà, il est là. Donc, à votre avis, à quel type d'actions sur le terrain peuvent servir les dons ? La distribution d'articles de première nécessité, comme des tentes, des matelas, des kits de cuisine, l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins médicaux, la lutte contre la famine, l'éducation des enfants, l'accès au logement, ou alors toutes les réponses ci-dessus. Donc, on vous laisse quelques instants pour y répondre. Donc voilà vos réponses, vous voyez vos réponses qui s'affichent et donc effectivement, la grande majorité d'entre vous a bien répondu. Ce sont toutes les réponses ci-dessus. Vos dons permettent toutes ces actions sur le terrain. Et justement, Jean-Nicolas, quelles sont les actions du HCR sur le terrain ? Le HCR qui est une agence de protection, une agence qui donne une attention particulière aux vulnérabilités, aux personnes les plus vulnérables. Quelle est l'action du HCR sur place ? Que fait le HCR pour protéger les personnes ? Alors, je vais commencer avec une intervention qui n'est pas de protection a priori.
Notre plus grande ligne d'intervention au Yémen, c'est l'assistance à travers le cash. C'est-à-dire qu'on identifie les familles ou les individus les plus vulnérables qui n'arrivent pas à survivre par eux-mêmes et qui auraient besoin d'un peu d'argent liquide pour pouvoir s'acheter à manger, payer leur loyer, acheter des vêtements pour leurs enfants ou des médicaments pour leurs grands-parents. Et en faisant cela, on prend, comme tu l'as dit, Céline, on regarde spécifiquement les personnes qui sont le plus à risque, si elles n'ont pas ce soutien financier, de prendre des mesures qui pourraient mettre en danger leur vie, leur santé, leur dignité et leurs besoins psychologiques. Donc, on regarde, par exemple, si une femme est seule avec plusieurs enfants, si une femme est veuve avec plusieurs enfants, elle aura beaucoup de mal à trouver des moyens de subsistance parce que dans une société tellement patriarcale où les femmes n'ont pas d'accès à la vie publique, n'ont pas d'accès au travail, cette femme-là n'aura aucun moyen de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. On va regarder aussi si, par exemple, le père de famille est une personne vivant avec un handicap. Parce que dans ces sociétés, c'est très difficile de nouveau pour ce genre de personnes d'avoir accès à un travail, ou si ce sont des personnes âgées qui sont toutes seules, qui n'ont plus le soutien de leurs enfants parce qu'ils ont été déplacés par le conflit. Donc, on regarde toutes ces vulnérabilités et en fonction de l'argent qu'on reçoit de la part des gouvernements, mais aussi de donateurs comme les gens qui nous suivent aujourd'hui sur ce webinaire, on essaye de soutenir les plus vulnérables en leur donnant un peu d'assistance financière qui va leur permettre pendant 2 ou 3 mois de pouvoir s'acheter à manger, de pouvoir payer des dettes auprès de la pharmacie du coin, de pouvoir payer leur logement, etc. et de ne pas être à risque d'être mis à la rue et de devoir vivre comme des personnes sans logement. Donc ça, c'est notre première ligne d'intervention. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment là, tout l'argent que vous donnez au HCR, à peu près 97% va directement auprès des personnes que l'on soutient, parce qu'il n'y a pas de frais administratifs. On reçoit l'argent, on peut le transférer directement à ces personnes et donc l'impact est énorme. La deuxième ligne d'intervention, c'est vraiment tout ce qui concerne le logement et les logements d'urgence. On a vu beaucoup, vous avez vu certainement sur nos campagnes et dans nos brochures, et si vous regardez notre website, notre site web, nos interventions avec des tentes en plastique, on essaye de faire des choses qui sont plus locales, on a des logements plus locaux avec des shelters, des logements qui sont construits par les personnes déplacées elles-mêmes avec de la boue qui forme des briques, avec des feuilles de palmier qui sont tressées comme des paniers, mais on fait des panneaux avec pour faire le toit, pour faire les murs. Et donc, c'est beaucoup mieux que le plastique, surtout quand il fait 50 degrés. Je peux vous assurer que vivre dans une tente en plastique avec 50 degrés, c'est vraiment pas idéal du tout. Et donc, on essaie de donner aussi les moyens à ces populations de s'organiser elles-mêmes pour faire leur logement. Et puis, on fait toutes les interventions de protection. Et ça commence vraiment par une chose qu'on oublie toujours, qui est avoir accès à un certificat de naissance. Sans certificat de naissance, on n'est pas reconnu en tant que personne. On ne pourra pas être inscrit à l'école, nos diplômes ne seront pas reconnus. On ne peut pas ouvrir un compte en banque, on ne peut pas avoir un travail, etc., etc. Et donc, on fait beaucoup d'aides juridiques aux familles pour qu'elles prennent des certificats de naissance. Mais je vais vous raconter une histoire, l'histoire du petit Walid. J'étais donc dans un quartier très, très pauvre de Sanaa il y a quelques mois. Avec un père, ses enfants qui jouaient autour de lui. La maman était dans la maison, dans la salle d'à côté. Vraiment, la salle était complètement vide. La chambre était complètement vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de matelas par terre et c'était l'endroit où il vivait. Et le père de Walid me montrait plein de papiers. Et c'était des papiers médicaux pour son petit garçon, Walid, qui est un garçon de 7 ans très vif, mais qui a une rétention d'eau dans le crâne.
Et donc, à un moment, je lui dis, parmi tous ces papiers, est-ce qu'il y a le certificat de naissance du petit Walid? Et il me regarde vraiment de manière surprise en me disant, mais pourquoi j'aurais besoin du certificat de naissance de Walid? Et je lui dis, mais parce que peut-être il veut aller à l'école, Walid, ou il est à l'école et il a besoin de ce certificat de naissance. Et là, le papa me répond, mais pas du tout. Je ne peux pas envoyer Walid à l'école. Walid est celui qui sort tous les matins pour aller faire la manche près de la mosquée du coin pour avoir un peu d'argent et c'est le seul moyen pour la famille de survivre. Si Walid ne sort pas pour faire la manche, il n'y a pas à manger le soir. Et à ce moment-là, le petit Walid qui suivait la conversation tape sur l'épaule de son papa et lui dit « Dis à Nicolas que hier, j'ai fait $1. J'ai gagné l'équivalent de $1. » Et c'était vraiment une expérience assez touchante parce que je me suis rendu compte que moi, avec mon regard de Français, je posais la mauvaise question au père, que le père était un bon père, mais qu'il n'avait absolument pas le choix. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas mettre Walid à l'école, c'est juste qu'il n'avait absolument pas le choix s'il voulait que sa famille survive. Mais j'étais aussi très touché par le fait que pour Walid, tout son monde se résumait à aller mendier et que sa fierté du jour, c'était qu'il avait fait, qu'il avait récolté à peu près $1 qui permet juste d'acheter un peu de pain et voilà. Ça, c'est la vie au Yémen. Merci Jean-Nicolas de partager cette expérience qui montre la dure réalité de la vie des enfants au Yémen et ce à quoi ils doivent faire face tous les jours. On voudrait maintenant vous montrer une autre vidéo pour vous proposer de rencontrer une famille sur place. Donc, je vous propose maintenant de regarder la vidéo d'Abir. This house is, houses a family, IDP family. Assalamu alaikum. عليكم السلام تفضل واهلا وسهلا. Okay. She welcomes us to see her house and of course we are going to listen her situation. ممكن تتكلمي معنا تعرفينا بيتكم يعني كيف كيف تعيشوا ايش تمام. معي بنتين خيام دي اول خيمه زوجي راح داخلها. اتكلم انا كطبخاني ممكن هنا اطبخ. She cooks her food in this kitchen. Here is the family kitchen. Once a day she cooks because of economic problem, unemployment. ما فيش عمل ما فيش إن عندهم دخل عندهم يقولوا فارس كارونا موقفين السياكل زواجنا يشتغلوا بالسيكل بس. He has got this motorcycle. He used to work it at the market to give a ride to the people in exchange of few Yemen reals. But because of Corona, all the public interaction is now down. The little daughter, Ranger, is a 5-year-old. She helps her mother to provide, to fetch the water from the tank. The main tank is somehow 10-15 meters away from the shelter. The little daughter says they drink water from the tank. How كم دبب تقدر تملي كل يوم؟ 4 5 6. تدرسي أنت في مدرسة؟ أيوة. صف كم؟ ثاني. This is the history of 24 million people in Yemen. The conflict has affected almost every person in the country. Needs are massive. What we wanted the world to know is the situation. People are living here. Voilà la vie sur place de personnes qui vivent dans des sites de la famille d'Abir. Je voulais vous poser une autre question, Jean-Nicolas. Depuis de nombreux mois maintenant, le monde est touché par une pandémie mondiale qui est la pandémie de Covid-19. Quelle est la situation sanitaire au Yémen? Quel est l'impact de la pandémie, mais aussi d'autres épidémies sur la population sur place, la population qui est déplacée? Et que fait le HCR en matière de prévention de cette pandémie et de risques qui sont liés à cette pandémie? Alors en fait,
la COVID-19, COVID-19 est vraiment le cadet des soucis des Yéménites. Ils ont plein d'autres préoccupations, y compris en termes de maladies contagieuses. Il y a le choléra, le chikungunya, il y a des maladies endémiques telles que la malaria au Yémen. Toutes ces maladies ont plus ou moins les mêmes symptômes. Difficulté à respirer, mal dans les muscles. Donc, les gens ne font pas vraiment attention, y compris même nos collègues nationaux nous disent « Oh non, mais je suis juste un peu fatigué, c'est normal. » Donc, c'est vraiment pas la priorité du mouvement. Ce qui est important aussi de noter, c'est que les gens ont très peu accès aux soins de santé. 50% des centres de santé au Yémen ont été détruits par le conflit. Donc, la notion de chercher des médicaments ou de chercher du soutien médical, c'est vraiment pas un réflexe naturel pour les Yéménites. Ça coûte cher d'aller à l'hôpital, il faut se déplacer, ils n'ont pas de moyens de locomotion, donc il faut payer un petit taxi pour déplacer le malade. C'est vraiment pas une priorité. En plus, ce qui a été vraiment difficile pour nous, c'est les messages de prévention. Parce qu'on fait face à une situation où les gens n'ont pas forcément accès à l'eau courante. Donc, se laver les mains devient quelque chose qui est très compliqué quand on ne peut pas ouvrir un robinet d'eau. Quand on a très peu d'argent, on va s'acheter du riz ou du pain, on ne va pas s'acheter du savon, même si on sait que le savon pourrait nous protéger contre la propagation du coronavirus. Et de plus, quand les gens sont malades ou ont un peu ces symptômes, c'est vraiment compliqué pour eux de s'isoler parce qu'ils vivent à plusieurs générations dans une seule pièce, surtout pour les personnes qui ont été déplacées par le conflit. Et donc, il n'y a aucun moyen d'isoler quelqu'un qui est malade, qui est potentiellement malade du coronavirus. Évidemment, il n'y a pas de test disponible. La vaccination est quelque chose qui est très, très lente et qui est difficile parce que les gens ont peur des vaccins, n'ont pas vraiment confiance dans le système de santé. Il n'y a plus de système de santé depuis des décennies au Yémen. Donc, les gens n'ont pas tellement confiance dans ces vaccins. Ce qui a été très difficile, c'est par rapport, je dois dire, aux collègues. Pour les collègues nationaux, évidemment, ils devaient continuer à se lever chaque matin pour venir au travail, faire la différence pour ces populations déplacées, pour les réfugiés somaliens, alors que peut-être ils avaient des membres de leur famille qui étaient malades. Ils devaient continuer à aller dans ces camps de déplacés où il n'y a vraiment pas de moyen de faire de la distance physique, alors que peut-être le soir, ils rentraient et prenaient soin de leurs grands-parents qui étaient des gens particulièrement vulnérables au coronavirus. Ça a été difficile pour les staffs internationaux aussi. Un certain nombre d'entre nous ont été bloqués pendant 6 mois au Yémen sans la possibilité de sortir, alors que peut-être on avait nos parents, nos amis, peut-être des enfants qui étaient dans des pays, dans nos pays d'origine, comme la France et ailleurs, et qu'on n'a pas pu voir pendant de vraiment longs mois, même lorsque les gens tombaient malades. Donc, ça a été une situation un peu difficile que de gérer émotionnellement ce que ça signifiait d'être comme un pompier, à devoir aller au feu, répondre aux alertes de feu tous les matins, tout en pensant qu'à la maison, il y avait peut-être aussi le feu qui couvait dans notre propre foyer. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie par rapport à nos collègues nationaux. Pour moi, je peux sortir régulièrement, aller en France, me ressourcer, voir mes amis. Pour les collègues nationaux du HCR, mais des autres agences humanitaires, ils restent en permanence avec le conflit. Et je me rappelle bien de ces nuits à Sanaa où on avait des bombardements. Ces bombardements font rarement des victimes civiles. C'est des bombardements de la coalition menée par l'Arabie saoudite. Mais ce sont des bombes qui tombent le soir, la nuit, le matin, très tôt et qui font beaucoup de bruit. Et je me rappelle les collègues, les mamans des collègues nationaux qui me disaient eh bien, chaque nuit, on doit rassurer nos enfants. On met des matelas contre les fenêtres pour pas qu'elles explosent. On essaie de faire dormir les petits, on rassure tout le monde. Et le matin, on doit se lever et aller au travail pour aider d'autres personnes, alors qu'on a peut-être des enfants qui ont été traumatisés par les bombardements de la nuit précédente. Ça, c'est aussi le travail humanitaire. Et je dois dire que
Une chose que j'ai souvent dit à des gens qui nous soutiennent, comme les gens qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin, c'est tellement important de savoir qu'on a le soutien de Français et de Françaises dans ces quotidiens. C'est ce qui nous fait avancer chaque matin et ce qui me permet, moi, en tant que le représentant, le leader de cette équipe, de dire, mais vous savez, vous n'êtes pas complètement abandonné. Le Yémen n'est pas complètement abandonné. J'ai encore reçu des messages de soutien à travers Céline, à travers l'équipe de fundraising, Déborah, Charlotte, tous ceux que vous connaissez. Et vraiment, c'est une chose fondamentale de savoir qu'on a la France et les Français et les Françaises derrière nous pour faire ce travail au quotidien. Donc, je voulais aussi prendre le temps de vous remercier pour ce soutien. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Et justement, la question suivante et la dernière question avant de passer aux questions de nos auditeurs. Comment peut-on agir? Que peut-on faire aujourd'hui pour aider les Yéménites, pour aider face à cette situation humanitaire dramatique? Alors, je vais reprendre certains mots de notre collègue Nouf dans la petite vidéo du départ. Mais la première chose, c'est de continuer à demander au gouvernement français de soutenir le HCR. Le gouvernement français est un des soutiens principaux du HCR au niveau global et je dois dire a été constamment à côté du HCR au Yémen. Et je pense qu'il faut continuer à demander à vos élus, aux parlementaires, ça peut être aussi des mairies qui décident de donner des financements au HCR pour le Yémen ou ailleurs. C'est très important. On a besoin de ce soutien financier pour faire la différence au quotidien. Je pense que c'est aussi très important de rappeler que pour ceux qui en ont les moyens parmi vous, les donations seront bien utilisées. Je peux vous assurer, mais alors vraiment vous assurer que chaque euro que vous donnez au HCR pour le Yémen fera une différence dans la vie des Yéménites. À travers notre cash assistance, à travers nos abris d'urgence, à travers nos interventions de protection psychologique, d'aide juridique, vous faites vraiment une différence. Donc, si vous en avez les moyens, continuez à soutenir le HCR, car je peux vous garantir que votre argent sera bien placé pour une cause noble et qui fait la différence dans le quotidien des Yéménites. Mais aussi, je pense que c'est très important de simplement utiliser notre voix, notre vote peut-être, quand il y a des élections, et de dire « basta, enough, khalas », comme on dit en arabe. On doit demander à la France et aux autres pays européens de faire la pression pour ramener la paix au Yémen. Sans la paix, les humanitaires, on ne peut que mettre un pansement sur une plaie béante. Et ce pansement est absolument fondamental. Ça arrête la souffrance des gens, mais ça ne leur permet pas de vivre dans la dignité qu'ils méritent. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à utiliser notre voix pour demander plus d'efforts de la part de la France, de l'Union européenne. L'Union européenne et la France sont des partenaires critiques au Moyen-Orient, dans la péninsule arabique. Et donc, utilisez votre voix pour parler du Yémen, parler du HCR, parler de votre engagement auprès des Yéménites et demander à ce que des changements au niveau politique soient faits. Parce que nous, les humanitaires, on ne peut pas résoudre les problèmes politiques. On n'est pas là pour ça, on est indépendant. On fait notre travail pour soutenir les gens. Mais vous avez une voix qui compte. Donc, si vous en avez l'occasion, parlez du Yémen, parlez du HCR, parlez des déplacés, rassurez les gens à propos, comme on en parlait il y a quelques minutes, du fait que les gens n'ont pas envie de laisser leur pays. Et que quand il y a des gens qui arrivent chez nous, à nos frontières, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas d'autre choix et qu'on doit garder cette politique d'asile, d'accueil auprès de ces personnes qui viennent demander un peu de répit et qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de retourner chez eux pour reconstruire leur pays quand la paix revient. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. On va maintenant passer aux questions des auditeurs. On en a eu beaucoup. On est en train de commencer à faire une sélection. Mais en attendant de répondre à ces questions, je vous propose de regarder une dernière petite vidéo, un film qui a été réalisé pour les 70 ans du HCR, puisque le HCR a déjà 70 ans.
Et maintenant, première question, Jean-Nicolas, parmi les très très nombreuses questions. Donc la première que les auditeurs voudraient vous poser, c'est quelle est la situation politique actuelle? Quel rôle peut jouer la communauté internationale et la France particulièrement dans cette crise? Alors, le conflit yéménite est vraiment difficile à décrire en quelques minutes, mais je vais essayer de faire simple. Et pour ceux qui connaissent bien la situation du Yémen, pardonnez-moi en avance pour cette simplification. Il y a au nord les Houthis, qu'on appelle aussi Ansar Allah, qui est un mouvement qui a pris le pouvoir à Sanaa en 2015 et qui est un mouvement basé sur une certaine interprétation de l'islam, qui est en opposition avec le gouvernement légitime qui a pris refuge dans le sud du pays, à Aden, mais qui est principalement en fait à Riyad, en exil, parce qu'ils n'arrivent pas à assurer leur propre sécurité au sud. Au sud, donc il y a ce gouvernement légitime, mais il y a aussi plusieurs groupes, dont le Conseil transitionnel du Sud, qui demande l'indépendance du Sud. Il ne faut pas oublier qu'il y a 40 ou 50 ans, le Yémen n'était pas le Yémen. C'était deux entités séparées. La situation que l'on connaît par rapport à l'Afrique était la même en termes de pouvoirs coloniaux qui divisaient, qui faisaient des cartes en Europe, alors que ça ne reflétait pas forcément la réalité du pays sur place. Donc, on a ces deux entités, les Houthis au nord, le gouvernement légitime et le Conseil transitionnel au sud, qui sont en train de se chamailler. On a aussi plein d'autres groupes, y compris apparemment des groupes djihadistes extrémistes, qui sont plutôt dans la partie sud du pays, qui opèrent de temps en temps. Et on a un conflit qui est régionalisé ou internationalisé avec le soutien de l'Arabie saoudite et de pays comme les États-Unis, un bon nombre de pays européens qui soutiennent cette coalition menée par l'Arabie saoudite contre les Houthis au nord. Il y a une dimension donc très domestique, même tribale, je dirais, puisque c'est vraiment, il y a des conflits très localisés entre différentes tribus qui font des allégeances à différents groupes, mais il y a aussi une dimension internationale. Et là, sur la dimension internationale, on peut résoudre le conflit, j'imagine, assez rapidement en demandant aux parties au conflit de s'asseoir à la table des négociations. Et donc, la France, l'Union européenne devrait, à mon avis, vraiment mettre tout leur poids. Comme les Américains ont changé d'attitude et veulent un retour de la paix au Yémen et font pression sur l'Arabie saoudite pour qu'il y ait une résolution de ce conflit au niveau international. Mais il restera toujours, à mon avis, et à l'avis des experts sur le Yémen, des luttes tribales et cette situation où on a un pays qui est divisé en deux et une partie de la population au sud qui veut son indépendance du nord, pour des raisons historiques, tribales, géographiques, mais aussi parce qu'ils n'ont pas la même vision de où devrait aller le Yémen. Merci Jean-Nicolas. Deuxième question. Le HCR est-il soumis aux enjeux politiques des contextes spécifiques ou peut-il garder son indépendance? C'est une bonne question et beaucoup de mes collègues répondraient simplement en disant on est indépendant, on est neutre, on est objectif parce qu'on suit les principes humanitaires qui font qu'on répond aux besoins des populations civiles dans notre cas. Le CICR s'occupe aussi des populations armées, et c'est leur mandat, mais pour le HCR, c'est les populations civiles et on suit les besoins là où ils sont sans
se préoccuper des groupes armés ou des territoires qui contrôlent le territoire où nous intervenons. Maintenant, je vais être aussi un peu plus honnête avec vous. On fait partie d'une situation qui est extrêmement politisée, où les donateurs institutionnels aussi essayent d'influencer la manière dont on répond dans un pays comme le Yémen ou ailleurs, en faisant des financements pour telle ou telle ligne d'intervention, pour tel ou tel groupe de population. On a très peu d'argent, par exemple, pour les réfugiés somaliens dont on parlait précédemment. C'est peut-être parce que ces réfugiés somaliens n'arriveront jamais jusqu'aux côtes européennes et que donc il y a moins de besoin de la part des pays européens d'investir des financements sur le Yémen pour garder ces populations réfugiées somaliennes loin de l'Europe. Donc, on fait partie d'un écosystème où le politique gère tellement de choses, est à la base de la sécurité ou de l'insécurité dans le pays. Donc, on ne peut pas nier le fait qu'on doit prendre en compte ces éléments politiques. Mais dans notre réponse, quand il s'agit de répondre aux besoins, on répond à tous les besoins en fonction des financements qu'on a reçus, sans se soucier de savoir si les populations ont été déplacées par un groupe particulier ou un autre, ou est sur le territoire d'un groupe particulier ou d'un autre. On s'en fiche. Merci Jean-Nicolas. Troisième question sur les acteurs. Donc, quelle est la différence entre l'UNICEF, le PAM et le HCR, et comment identifie-t-on les plus vulnérables? Alors, je vais essayer de la faire courte sur celle-là parce que c'est très compliqué. Les Nations Unies, comme vous l'avez déjà entendu et comme on voit souvent des caricatures, à chaque fois qu'on a un problème, on établit un groupe de travail qui établit un sous-groupe de travail qui met en place un plan pour décider qui va faire quoi. En réalité, c'est un peu ça, mais ce n'est pas aussi caricatural que ça. On a déjà décidé comment on va se partager les tâches. Donc, l'UNICEF travaille sur les questions d'éducation, sur les questions de la santé maternelle, sur la question de l'eau et l'assainissement. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, s'occupe de la nourriture. Et chaque organisation du système des Nations Unies s'occupe de différentes lignes d'intervention. Pour le HCR, on s'occupe de 3 lignes d'intervention quand il s'agit de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Donc, les Yéménites qui sont déplacés par le conflit, mais qui n'ont pas traversé une frontière internationale. Ces 3 lignes d'intervention sont la protection. Donc, comme je vous l'ai dit, ça passe par aider à obtenir des certificats de naissance, garantir le droit à la propriété. Quand on a été déplacé, c'est très important d'avoir un titre de propriété, sinon on ne pourra jamais rentrer chez soi. On s'occupe de faciliter, par exemple, quand il y a des demandes des divorces, de s'assurer que les enfants soient enregistrés auprès du père ou de la mère quand il y a un divorce, de tout ce qui est le côté psychologique pour les survivants de viol ou les survivants, puisqu'on a aussi probablement 10 à 15% de survivants de viol qui sont des garçons et des hommes. Très difficile dans ces sociétés pour un homme d'admettre qu'il a été, ou pour un petit garçon d'admettre qu'il a été violé. Et donc, il y a très peu, ils vont très rarement demander des soins. Donc, la protection, qui est vraiment la base du travail du HCR. Ensuite, tout ce qui est logement d'urgence en particulier. Ces abris d'urgence qui, quand la maison a été détruite, sont absolument fondamentales pour que les gens aient un toit sur leur tête, mais aussi un matelas où dormir et aussi une casserole pour cuire un peu de pain ou cuire du riz. On oublie, mais quand on a tout abandonné ou que tout a été détruit, si on se retrouve à dormir sans un toit sur la tête et à même le sol, vous pouvez imaginer que se reconstruire et reconstruire sa famille, c'est impossible. Il faut des conditions minimum pour un peu de privacité pour que les familles puissent se reconstruire. Et puis, on s'occupe de tout, la 3e ligne d'intervention, c'est tout le management de ces camps informels où ces déplacés se retrouvent. Donc ça, ce sont nos 3 lignes d'intervention au Yémen pour les Yéménites. Mais quand il s'agit des réfugiés, donc les réfugiés somaliens, éthiopiens qui sont venus trouver asile au Yémen, on s'occupe de tout.
Là, il n'y a plus de UNICEF, de Programme alimentaire mondial. C'est le HCR qui s'occupe de la santé, de l'éducation, de la nourriture, etc. Bien sûr, on demande et on coopère avec l'UNICEF et le PAM et d'autres agences des Nations Unies et surtout des partenaires locaux. ACTED, qui est une organisation française, MSF, Médecins sans frontières, MDM, où souvent, le plus souvent, le HCR choisit des partenaires locaux parce qu'on pense que c'est important de travailler avec les communautés locales et de ne pas arriver avec des grandes opérations d'ONG internationales, mais parfois on fait appel à des ONG internationales, y compris françaises, pour nous aider à travailler et donner l'assistance dont on a besoin. Comment on fait pour identifier les familles les plus vulnérables? Eh bien, en fait, on fait du porte-à-porte où nos équipes vont vraiment parler à chaque famille et on a à peu près fait plus de la moitié des 4 millions de déplacés ont été interviewés et on va leur demander quand est-ce que c'est la dernière fois qu'ils ont pu acheter des fruits ou des légumes ou acheter du lait, dans quelles conditions ils vivent, est-ce qu'ils se partagent une maison avec plusieurs autres familles, est-ce qu'ils ont un matelas pour chaque enfant, est-ce qu'ils ont assez de casseroles pour cuisiner, est-ce qu'un membre de la famille travaille et combien il gagne par jour ou par mois. Et sur la base de toutes ces informations, on peut calculer leur degré de vulnérabilité, y compris socio-économique, mais y compris en termes de protection. C'est très clair. Une femme seule avec 7 enfants aura toujours plus de problèmes dans un pays comme le Yémen qu'une famille où il y a un membre mâle adulte, le père, le mari ou un grand frère aîné adulte, à cause de ces normes socio-culturelles. Donc, on peut, à travers ces interviews, vraiment déterminer qui sont les familles les plus vulnérables au Yémen et c'est celles qu'on va assister. Maintenant, une chose qui est très importante, c'est que plus on a de financement, plus on peut entrer de familles dans cette prioritisation. Si on a très peu de financement, si on n'a que 10% de nos financements, on va soutenir une famille sur 10. À l'heure actuelle, on arrive à soutenir 6 familles sur 10 qu'on a identifiées comme en besoin, comme ayant des besoins urgents. Mais ça veut quand même dire que 4 familles sur 10 sont abandonnées à leur propre sort. Simplement, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas où elles sont, ces familles, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment les assister, c'est simplement parce qu'on n'a pas l'argent pour les assister. Et ça, je peux vous dire que c'est tragique, parce que ça veut dire que tous mes collègues et moi-même devons prendre des décisions, faire des choix cornéliens chaque jour en disant ben non, vous êtes juste un tout petit peu moins vulnérable que la famille d'à côté, alors on va vous soutenir la famille d'à côté, mais vous, désolé, peut-être le mois prochain, on aura un peu plus d'argent, on pourra vous soutenir. C'est ça la réalité de l'humanitaire. Merci Jean-Nicolas. Dernière question. Donc, vous êtes représentant du Yémen depuis presque 2 ans. Vous avez travaillé dans différents pays, y compris l'Afghanistan, qui est aussi une situation dans laquelle on parle de déplacement depuis près de 40 ans, qui est à nouveau un petit peu plus médiatisée, mais où la crise ne s'est pas vraiment arrêtée. Qu'est-ce qui vous permet de garder espoir ? D'abord, la résilience de ces populations qu'on rencontre tous les jours, mes collègues et moi-même. Vraiment le fait que ces gens ont envie de s'en sortir par eux-mêmes. Ils n'ont pas envie qu'on les nourrisse avec une cuillère. Ils ont simplement envie qu'on leur donne la cuillère et les moyens de s'acheter de la nourriture. Et vraiment, les histoires de ces familles, comme je vous ai raconté l'histoire de Fatima, cette maman qui dit qu'elle a le cœur brisé chaque fois que ses enfants partent chaque matin pour essayer de récolter un peu d'argent, ou du petit Walid qui est tout fier d'avoir gagné $1 en mendiant et qui n'ira probablement jamais à l'école. C'est vraiment ça qui nous fait avancer, mes collègues et moi-même. C'est vraiment ce sens qu'on est en train de donner la main à quelqu'un qui va, avec notre soutien, qui va peut-être un jour pouvoir s'en sortir par eux-mêmes. Parce que le but, c'est vraiment pas de leur tenir la main pour le reste de leur vie, mais leur donner les moyens de s'en sortir par eux-mêmes. La deuxième chose, c'est, comme je le disais tout à l'heure, vraiment de savoir qu'on a le soutien des Françaises et des Français et du gouvernement français et d'autres gouvernements
qui croient en nous et qui pensent qu'on peut faire une différence pour ces populations. De savoir que des populations à des milliers de kilomètres se soucient des Afghans, des Congolais ou des Yéménites. Je pars bientôt en Irak, donc des Irakiens. C'est quelque chose de fondamental qui nous fait nous dépasser chaque matin. Et puis, je dois dire, c'est vraiment le travail exemplaire de tous mes collègues, en particulier les collègues nationaux. Pour moi, de savoir que des gens dédient leur vie à aider leurs concitoyens, souvent dans des conditions vraiment difficiles, comme je le disais tout à l'heure, on peut passer une nuit sous les bombardements et le matin, il faut aller au travail, aider d'autres populations tout en laissant ces êtres chers peut-être traumatisés par la nuit derrière. Donc, c'est vraiment la combinaison de les gens qu'on aide nous aident, nous partagent leur histoire, nous montrent qu'ils ont envie d'avoir ce soutien à un moment donné, mais qu'ils ont envie de s'en sortir par eux-mêmes. Le fait qu'on a des soutiens tels que les gens qui sont inscrits sur ce webinaire aujourd'hui, et puis nos collègues nationaux en particulier qui se battent chaque jour pour construire une société meilleure dans leur propre pays. Et ça, je trouve particulièrement admirable. Et puis, il faut garder l'espoir. Il y aura un monde meilleur. L'Afghanistan dont tu parlais, Céline, a eu des hauts et des bas. Ce n'est pas la fin de l'histoire de l'Afghanistan, ce n'est pas la fin de l'histoire des droits des femmes en Afghanistan. C'est certainement un gros choc pour tous les collègues et toutes les personnes qui se sont battues sur l'Afghanistan, mais ce n'est pas la fin de l'histoire et on continue à construire tous ensemble un monde meilleur. Et ça, j'y crois vraiment. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Et votre espoir nous inspire aussi. Merci beaucoup pour ça. On a beaucoup plus de questions. Je vois d'ailleurs 48 comme chiffre de questions dans le chat. Malheureusement, on n'a pas le temps de toutes les poser. On vous avait promis 1 heure. On est déjà à presque 1h15. Donc, il va falloir qu'on clôture cet échange pour pouvoir vous libérer comme on vous l'avait promis. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup de votre engagement, de votre soutien. Jean-Nicolas a dit, vous pouvez agir de façon diverse. Si vous le pouvez en nous soutenant financièrement aussi. On va continuer à vous envoyer des informations dans les semaines, dans les mois à venir sur le Yémen pour continuer à vous tenir au courant, vous faire part de nos actions et des besoins qu'on a sur place. Et pour conclure maintenant, on voudrait faire un tout dernier sondage qui est un sondage sur les différentes manières de soutenir le HCR, justement. Donc, comment aider, comment soutenir les actions du HCR. Les propositions vont bientôt s'afficher. Donc, voilà. Donc, comment peut-on soutenir le HCR? Faire un don, devenir un donateur régulier, partager les informations sur les réseaux sociaux, partager les bonnes informations sur les réseaux sociaux, suivre les actualités du HCR et rester informé, et parler autour de vous, sensibiliser votre entourage. Donc, quelle est la bonne réponse? Est-ce que toutes les réponses sont bonnes? Donc, je vous laisse encore 30 secondes. On va essayer d'être très rapide pour pouvoir clôturer. Donc, comment comptez-vous vous engager? Bravo et merci. Effectivement, toutes les réponses ci-dessus sont importantes. Faire un don, partager la bonne information, nous suivre, parler autour de vous, sensibiliser votre entourage, tout ça est extrêmement important. Jouer votre rôle de citoyen. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Jean-Nicolas, un petit mot de la fin pour toi? Non, restez engagés sur ces causes humanitaires, qu'elles soient très loin de la France ou d'où vous habitez, ou qu'elles soient dans votre quartier. Il y a toujours un moyen de s'engager. Suivez ce que fait le HCR. Vous pouvez suivre Céline ou moi-même sur Twitter. Il y a plein d'informations sur comment s'engager au quotidien auprès des réfugiés, auprès de ces populations déplacées. Et ça vaut le coup parce que, comme on en parlait tout à l'heure, on reçoit beaucoup plus
de ce genre d'engagement que ce qu'on donne en définitive. Donc, je vous encourage si vous ne l'êtes pas encore, parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous êtes déjà engagés dans des associations ou financement ou politique, mais vraiment engagez-vous. Il y a moyen de faire la différence auprès des populations les plus vulnérables. Merci bien. Merci, à bientôt. À bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir.